Bon, donc dans la première heure, là, j'ai présenté les objets qu'on désire étudier. J'ai donné une idée des résultats qu'on voudrait obtenir à terme. Hein, et donc, je vais maintenant commencer à expliquer les idées, enfin quelques idées qui se trouvent derrière ça. Alors, la première chose, c'est de revenir au cas fondamental, enfin, de B égale 0, hein, le cas du théorème de Jacobson. Donc, je donne ici le plan de la preuve que j'ai écrite. Hein, je veux dire, celle correspondant à mon papier, je peux revenir un instant. Celle correspondant à ce papier-là. Ceci étant, bon, pour la terminologie, c'est la mienne, c'est ça que je veux dire, et puis les idées sont assez proches de la preuve originale de Jacobson. Alors, elle consiste en 4 parties, disons, si vous voulez. Définir ce qu'on appelle, ça ne posera pas de problème, des intervalles réguliers et quasi réguliers. Définir ce qu'on appelle des paramètres réguliers. Il y a ensuite donc, il y a une notion plus forte, comme l'indique la terminologie, hein, des paramètres fortement réguliers. Et puis finalement, il faudra montrer. Alors ces paramètres fortement réguliers, on va voir, ils sont stochastiques, enfin, ils appartiennent à cet ensemble de Sto. Puis il faudra finalement montrer, enfin, il faut montrer que ces paramètres fortement réguliers sont suffisamment abondants pour satisfaire aux conclusions du théorème de Jacobson. Alors, je commence par les intervalles que j'appelle quasi réguliers ici. Alors, je crois que je ne leur donne pas de nom du tout en fait, dans le papier. J'ai utilisé ce nom parce que ça va être utile pour la suite. Donc, j'ai cet intervalle A. C'est l'intervalle qui est ouvert, hein, qui est contenu entre le point fixe alpha, qui était proche de moins 1, si vous vous rappelez. Lorsque C est égal à moins 2, il est exactement égal à moins 1. Lorsque C est proche de moins 2, le paramètre C est proche de moins 2, il est proche de moins 1. Et puis son image inverse, moins alpha, c'est l'autre image inverse du point fixe alpha. Hein, et donc l'intervalle entre les deux, je l'appelle quanta. Les extrémités, donc cet ensemble formé des deux extrémités alpha et moins alpha, je l'appelle delta 0. Et j'appelle delta n, lorsque n est strictement positif, l'image inverse de delta 0. Donc les points qui tombent en O plus n coups, bien sûr, l'ensemble delta 0 est invariant. Je veux dire, enfin, en fait, moins alpha tombe sur alpha, hein, et puis alpha est fixe. Donc cet ensemble est invariant. Et delta n, donc c'est des points qui finissent par tomber sous itération, enfin sous n itérations positives dans delta 0. Alors du coup, c'est un ensemble fini de points. Hein. C'est un ensemble fini de points qui va découper mon intervalle, enfin R tout entier, disons, en composantes connexes. En fait, je m'intéresse seulement aux composantes connexes bornées, hein, donc, qui sont délimitées par des points consécutifs de delta n. Alors, puisque j'ai le polynôme quadratique x2 plus c, hein, l'ensemble delta n est symétrique, si un point s'y trouve, son opposé s'y trouve. Et au démarrage, lorsque n égale 0, d'après la définition de delta 0, hein, comme j'ai pris les composantes connexes bornées, j'ai un seul élément dans l'ensemble I0, qui est l'intervalle à lui-même. Alors, il y a un petit lemme complètement élémentaire, hein, qui vous dit que la chose suivante, hein, si j'ai un intervalle donc, dans cet ensemble IN, ici, eh bien, il y a deux possibilités. Soit il est constitué des deux points. Alors, j'ai déjà dit que cet ensemble delta n est symétrique. Hein, donc, il y a une paire de points qui sont les points les plus proches de 0, hein, que moins gamma gamma. Hein, donc, si l'intervalle est de cette forme, alors bien sûr, la restriction, ça contient le point critique, 0, hein, gamma étant dans delta n, et la restriction de PC à l'intervalle I n'est pas inversible. Mais donc l'autre possibilité, c'est que I n'est pas de cette forme, et à ce moment-là, l'intervalle ne contient pas 0, et PC va être un difféomorphisme sur un intervalle qui automatiquement, d'après la définition de delta n, hein, va être un intervalle qui se trouve dans la famille IN-1. Donc, correspondant à cette définition, hein, je vais appeler un intervalle I dans IN, je vais l'appeler quasi régulier,
Si le premier cas ne se produit jamais, après j'itère, je fais baisser l'ordre ici. Donc au départ c'est n, et puis après image, après premier itéré c'est n-1. Donc au bout de n itérations, j'aboutis à I0. I0 à un seul intervalle A. Donc j'appelle quasi régulier ceux pour lesquels je n'ai pas eu d'accident, c'est-à-dire que je n'ai pas rencontré le point critique en itérant n fois cet intervalle. Alors, bon, voilà pour quasi régulier. Alors ici, j'ai une figure que je dois à Pierre Berger, je dois avouer. Je ne sais pas vraiment faire ce genre de figure directement moi-même sur Mac. Alors, vous voyez une série de points qui vont être définis dans le slide. Donc, je vais commencer à les définir. Donc, alors, à l'extrémité, vous avez le point fixe bêta, égal à 2, enfin, proche de 2, pardon, excusez-moi. Et le point fixe, son image inverse, pardon, qui est moins bêta, proche de moins 2. Ici, vous avez l'autre point fixe, alpha, qui est proche de moins 1, et moins alpha, donc l'autre image inverse. Alors, je vais définir une série d'éléments de delta n, en prenant des images inverses, donc de alpha et moins alpha. Je dis tout de suite, ça n'a pas d'intérêt de prendre des images inverses de bêta et moins bêta, puisque, bon, bêta a une image inverse qui est moins bêta, mais si ensuite je cherche à prendre des images inverses de moins bêta, comme le point critique est strictement supérieur à moins bêta pour les paramètres que je considère, en fait, moins bêta n'a pas d'image inverse qui soit réelle. Enfin, dans le complexe, bien sûr, il y aurait des images inverses, elles seraient imaginaires pures, mais dans le contexte réel, il n'y a simplement pas d'image inverse de moins bêta. Donc ça s'arrête tout de suite là si je considère bêta. Par contre, pour alpha, c'est totalement différent. Donc alpha a une image inverse que j'appelle moins alpha. Donc il y a différentes familles d'images inverses. Donc une première famille alpha n, qui est ici. Donc je pars de alpha et je considère l'image inverse de moins. Alors il y a un conflit un choix de terminologie qui malheureusement ne peut pas être cohérent complètement, c'est-à-dire que les points qui s'appellent moins quelque chose sont positifs, simplement parce que le point alpha au départ est négatif. Je veux dire, le point fixe alpha, il était proche de moins 1, et donc pour ces raisons, disons qu'il va se trouver que tous les points qui sont moins quelque chose sont en fait positifs. Donc moins alpha était déjà ici, pour commencer. Et donc je définis par récurrence les points alpha n, comme étant, alors bien sûr, PC est symétrique, donc plus ou moins alpha n, c'est l'image inverse de moins alpha n moins 1. Donc vous voyez les points moins alpha n moins 1, enfin, les points alpha n moins 1 vont converger vers moins bêta, et donc les points moins alpha n moins 1 vont converger vers bêta. Et donc par convention, alpha n désigne celui qui est négatif. Donc une suite qui tend vers moins bêta. Ensuite, donc, il y a cet entier-M. Donc c'est le même entier dont j'ai parlé plus tôt, mais qui va commencer à avoir un sens dynamique. Auparavant, c'était juste un facteur d'échelle, enfin il y avait un 4 puissance moins m dans la formule dans l'espace des paramètres C. Mais donc ici, j'ai un anti-M qui est défini par la propriété suivante. Donc, encore une fois, les points alpha n que je viens de définir s'accumulent vers moins bêta. Comme pour les paramètres que je vais considérer, c'est-à-dire C strictement supérieur à moins 2, mais proche de moins 2, la valeur critique, PC de 0, qui est là, cette valeur critique se trouve alors, strictement supérieure à moins bêta, puisque on est dans la région des paramètres où le point critique se trouve dans l'ensemble de Julia rempli. Il ne s'échappe pas à l'infini. S'il était au-delà de moins bêta, il s'échapperait à l'infini. Donc il est strictement supérieur à moins bêta, et comme C est très proche de moins 2, il est malgré tout proche de moins bêta. Donc je vais avoir cet entier grand M qui est défini, j'ai des échelles, une suite qui tend de façon monotone vers moins bêta, et donc je peux déterminer un entième pour lequel ceci vaille. J'évite le fait de tomber exactement sur un de ces points. De toute façon, ça ne correspond qu'à un ensemble dénombrable, quand je fixe M, un ensemble dénombrable de paramètres
donc il ne peut pas jouer de rôle dans la mesure de Lebesgue dans l'espace des paramètres. Donc c'est pour ça que je suppose tout de suite que PC de 0 se trouve dans cet intervalle ouvert, et comme C est proche de moins 2, l'anti-M va être grand. Alors, la façon d'interpréter dynamiquement ceci, si vous regardez comment les intervalles sont permutés, c'est le rôle des flèches qui est ici. En une itération, le point 0 va se retrouver dans cet intervalle alpha m-1, alpha m-2. Ensuite, on va passer de l'autre côté proche de bêta avec des moins, mais chaque fois en diminuant par 1 les indices. Et donc finalement, à la fin, on se retrouve dans l'intervalle que je pourrais appeler alpha 0 moins alpha 0, qui est l'intervalle A central. Donc le temps de retour du point critique dans cet intervalle central A, il est égal à m, c'est le sens dynamique de cet entier. Donc il est grand. Il est grand parce qu'on passe beaucoup de temps au voisinage du point fixe bêta ici, répulsif, donc on finit par s'en éloigner, mais enfin malgré tout. Alors ensuite, donc ça, pour le moment j'ai décrit des images inverses des éléments de delta n qui se trouvent en dehors de l'intervalle A. Ensuite, je vais utiliser des points qui se trouvent à l'intérieur de l'intervalle A, entre alpha et moins alpha. C'est en prenant, donc, au lieu de prendre des images inverses de points qui se trouvent dans la région droite de l'intervalle, des points qui se trouvent dans la région gauche. Donc quand je prends l'image inverse de alpha n-1, ici c'était moins alpha n-1, j'obtiens deux points symétriques que je note plus ou moins alpha tilde n. Alors attention, parce que cette fois-ci, je n'ai pas le droit de prendre n arbitrairement grand, puisque si je vais au-delà de la valeur critique PC de 0, je n'aurai plus d'image inverse réelle, dans le complexe, j'aurai des images inverses, mais qui ne m'intéressent pas. Et donc, il faut que je restreigne les valeurs de petit n ici à n compris entre 1 et n-1, à cause de la condition sur la valeur critique qui est ici. Donc, je peux encore prendre l'image inverse de alpha m-2, mais pas celle de alpha m-1. Et donc, avec le décalage des indices que je produis, ça donne le dernier point défini, c'est m-1. Alors, je vais avoir besoin pour les définitions qui suivent d'un voisinage de A bar, enfin de la fermeture, l'adhérence de A, que j'appelle A chapeau, et qui est l'intervalle délimité par, je vais revenir un instant, donc alpha 1 se trouve ici. Donc alpha est ici, alpha 1 ici, et puis il y a moins alpha 1 ici, donc voilà l'intervalle A chapeau. Bon, c'est un voisinage, l'avantage pour moi, c'est qu'il est combinatoirement défini. Je ne dis pas que c'est le seul choix possible pour la suite, mais enfin c'est un choix pratique. Alors, donc je dirais, alors quasi régulier, j'ai déjà fait la définition, ça veut dire qu'on peut itérer n fois et tomber sur l'intervalle A, et je dirais qu'un intervalle donc, qui est déjà quasi régulier est régulier, si je peux étendre cette itération, n itérations, de façon à tomber difféomorphiquement sur le voisinage à chapeau. Donc ça va me donner, alors, disons de façon informelle, disons, ça va permettre de contrôler la distorsion du difféomorphisme en question, enfin, en tout cas quand je restreins le difféomorphisme en question à l'intervalle à I lui-même. Donc cette itération qui est a priori seulement un difféomorphisme, lorsque j'ai un intervalle régulier, ce difféomorphisme aura de bonnes propriétés de distorsion à cause de cette propriété. Donc c'est pour ça que la notion centrale est plutôt celle de régulier, quasi-régulier, même si quasi-régulier est plus facile à définir. Alors plus précisément, je dirais qu'un point x, donc cette fois-ci c'est un point, un point est n régulier si je peux le mettre dans un intervalle régulier. Alors je veux que l'ordre, avec les définitions que j'ai données, l'intervalle A lui-même, il est régulier d'ordre 0. Enfin, je veux dire, donc celui-là je ne le compte pas, puisque je vais considérer des points dans A, mais je veux dire, je ne veux pas compter A lui-même comme intervalle régulier. C'est pour ça que je demande ici que M soit strictement positif.
M est strictement positif, et donc je demande qu'il existe un anti-M tel que qui contienne X, pour lequel, enfin, un intervalle régulier d'ordre M qui contienne X, et M donc est limité par N au-dessus, le N qui est ici. Et donc, voilà. Alors, finalement, j'arrive au... Donc, j'ai défini qu'est-ce que c'est qu'un intervalle régulier. Ensuite, un paramètre régulier, c'est un paramètre pour lequel il existe beaucoup d'intervalles réguliers, enfin de points réguliers, en fait. Alors, plus précisément, donc le paramètre étant a priori dans la région générale, mais encore une fois, je vais m'intéresser aux paramètres qui sont strictement supérieurs à -2, mais proches de -2. Donc je dirais qu'il est régulier si, en fait, presque tout, enfin, à mesure que n grandit, la mesure des points qui ne sont pas n réguliers, alors je regarde les points de A. Donc c'est pour ça que j'ai ici explicitement demandé que m soit strictement positif. Je ne veux pas compter A. A lui-même est bien sûr régulier, mais je ne le compte pas. Donc la mesure de Lebesgue des points qui ne sont pas n réguliers, donc qui ne sont pas contenus dans un intervalle de cette forme, soit exponentiellement petite, donc avec des constantes dans l'exponentielle, un taux qui est θ, et puis c'est a priori qui peuvent être quelconques. Alors il y a une première chose qui est archi-classique, si j'ose dire, enfin dans les théories des systèmes dynamiques, c'est qu'une fois qu'on a cette propriété, en fait, on a la propriété de stochasticité qui se réfère à l'ensemble STO. Bon, là, je vous demande d'aller lire les détails, par exemple, dans mon papier, mais enfin, mon papier ne fait pas œuvre nouvelle là-dessus. Je veux dire, c'est juste pour des questions de complétude que j'ai indiqué la démonstration, mais enfin, c'est quelque chose de très classique. C'est qu'une fois que j'arrive à... En fait, ce qu'on construit, c'est une application. Ce n'est pas l'application de premier tour, c'est quelque chose d'un peu plus subtil, mais c'est une application définie sur un ensemble de mesures totales de A, donc qui est une union dénombrable d'intervalles ouverts disjoints, mesure totale, et telle que chaque branche de l'application, sur chaque intervalle, s'envoie sur A tout entier, et de façon contrôlée, c'est-à-dire expansive et en plus avec une distorsion contrôlée. Donc c'est une application, on pourrait dire une application de Bernoulli, puisqu'elle est codée naturellement par un shift complet sur un ensemble a priori dénombrable de symboles. Et pour ce genre d'application, les choses se passent très bien du point de vue du théorème, de l'existence de mesures absolument continues invariantes. Il y a des opérateurs de transfert qui permettent de construire la densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Alors, c'est au départ la densité, pas pour PC, mais pour cette application intermédiaire qu'on construit, mais en fait, on repasse ensuite assez facilement, à cause de la condition exponentielle qui est ici. Enfin, il y a besoin de beaucoup moins, mais à cause de la condition exponentielle qui est ici, à une mesure qui soit invariante par PC. Encore une fois, là, je vous renvoie aux différents papiers sur le théorème de Jacobson pour cette partie. Mais enfin, voilà la première étape. On a défini qu'est-ce que c'est qu'un paramètre régulier, et on a vu que ces paramètres réguliers ont la propriété désirée. Il reste bien sûr à voir que les paramètres réguliers forment un ensemble, sont suffisamment abondants pour vérifier les conclusions du théorème de Jacobson. Donc c'est l'objet des étapes successives. Alors, avant, donc, je vais pouvoir définir ce qu'on appelle un paramètre fortement régulier. Et donc, auparavant, il faut que je regarde un tout petit peu à quoi ressemble l'application de premier tour, cette fois-ci, dans l'intervalle central A. Je vous rappelle que A, c'est l'intervalle alpha moins alpha, et je vous rappelle que l'entier M donc, a été défini par la propriété que PC de la valeur critique appartient à cet ensemble, c'est-à-dire que M est le temps de retour de 0 dans l'intervalle central. Alors, si je regarde le temps de retour, pas de 0, mais de n'importe quel point de A, dans A, eh bien, la combinatoire est très facile à décrire. Ce temps de retour est égal à n, donc n variant entre 2 et grand M, lorsque je me trouve... Alors, malheureusement, le dessin est peut-être un peu loin. Je vais voir si je peux y retourner. Voilà. Par exemple, ici,
Le premier intervalle ici, c'est l'intervalle que je vais appeler C2+, celui qui se trouve entre alpha et alpha tilde A2. Hein, alpha, c'est aussi alpha tilde A1 dans mes notations. Pour ceci, le temps de retour va être 2, parce que vous voyez, alpha a un multiplicateur négatif, donc cet intervalle petit ici s'envoie sur cet intervalle alpha alpha 1 de ce côté-là. Hein, et puis ensuite, l'itération suivante, on va sur tout l'intervalle alpha moins alpha. Hein, donc le temps de retour est 2. Hein, et puis donc, alors je vais réavancer. Hein, et donc le temps de retour est 2, puis 3, puis 4. Il y a une succession en intervalle, mais alors attention, ce n'est pas une succession infinie, puisque je vous rappelle que les points alpha tilde ne sont définis que pour n strictement inférieur à grand M. Hein, et donc voilà une succession de Cn+, puis il y a les intervalles symétriques de l'autre côté, hein, Cn+, et Cn-, donc qui se rapprochent de 0, mais sans arriver jusqu'au point critique 0. Et puis finalement, grand M pour l'intervalle central, et l'intervalle central, c'est le dernier pour lequel les alpha tilde sont définis, donc c'est l'intervalle entre alpha tilde m-1 et moins alpha tilde m-1. OK, donc ça c'est pour le moment juste le temps de retour, et donc l'application de retour. Alors, si vous regardez ces intervalles, qui vont jouer un rôle important et également en dimension supérieure, hein, on peut facilement vérifier, c'est juste de la combinatoire. C'est pour ça que l'intérêt d'avoir aussi pris des définitions combinatoires pour quasi réguliers et réguliers, hein, c'est que donc, ces intervalles Cn plus ou moins, alors ils sont effectivement par définition bordés par des points successifs de delta, enfin par définition. On vérifie trivialement que j'ai effectivement des images, enfin des points consécutifs de delta n, des images inverses en question. Hein, et donc ces intervalles sont quasi réguliers, ceci pour tout n strictement inférieur à m, mais par contre les derniers, celui qui correspond à petit n égale m-1, ne sont pas réguliers. Donc ils sont seulement réguliers si je m'arrête à m-2. Le dernier n'est pas régulier dans le sens de la définition que j'ai donnée. Donc il faudra faire un peu attention. C'est pas très, enfin, je veux dire, d'un point de vue, disons, de l'intuition générale, on verra que les quasi-réguliers se comportent pratiquement aussi bien que les réguliers. Simplement, ils exigent des petites techniques supplémentaires. Il faut les rediviser. Enfin, c'est des choses un peu ennuyeuses. Mais qui consiste essentiellement à les raccourcir enfin, en coupant les bords. Et les bords ne posent pas de problème parce que les bords sont constitués d'images inverses du point fixe alpha. Le point fixe alpha est répulsif. Donc la dynamique, en quelque sorte, près des bords est parfaitement comprise. Simplement, il faut que les définitions soient cohérentes, donc il faut faire un peu attention. Mais ce n'est pas une difficulté profonde. Je veux dire, c'est juste une difficulté technique pour écrire les choses. La différence entre quasi-régulier et régulier. Donc je vais noter R, cette application de premier tour. Donc j'aurais bien aimé faire un graphe, mais je n'ai pas eu le temps. Donc cette application R, elle est constituée des branches correspondant au N. Alors, donc il y a plusieurs choses. Hein. Il y a les branches correspondant au Cn+, avec N strictement inférieur à M-1, les branches régulières. Donc là, c'est vraiment, comme j'ai parlé de l'application de Bernoulli, hein, des branches qui sont bien expansives, hein, avec une distorsion bornée. Enfin, je veux dire, tout se passe très bien. Alors ensuite, il y a le cas un peu intermédiaire, en quelque sorte, qui correspond à petit n égale m-1. J'ai encore une paire de branches qui est quasi régulière, donc qui décrit. Donc, je vous rappelle, ça veut dire que l'image est égale à A. Hein, l'image est égale à A, mais a priori, je ne contrôle plus bien la distorsion. Donc, je n'ai pas forcément l'expansivité jusqu'au bout, hein, pour cette branche. Donc, et finalement, la branche centrale, hein, c'est ici, le temps de retour grand M. Alors cette fois-ci, évidemment, il y a un point critique. Hein, l'application de retour, la première itération présente un point critique, puis ensuite, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, donc c'est une branche parabolique, hein, autour de 0. Donc j'ai remplacé en quelque sorte une itération par m itérations, mais enfin avec une seule branche qui présente un point critique. OK, alors
je peux maintenant définir ce que c'est qu'un paramètre fortement régulier. Encore une fois, je vous encourage à aller quand même lire la démonstration. Là, je ne donne pas tous les détails. Enfin, je veux dire, je ne prétends pas que vous puissiez facilement suivre ce discours sans en regarder un peu les détails de la preuve. Hein. Mais donc, je vais définir une suite de points dans l'orbite positive du point critique. Donc je commence par C1 qui est le retour de 0 dans l'intervalle central, hein, que j'appelle R parce que c'est effectivement le retour, l'application de retour de 0, R de 0 de A. Ici, N1 égale M, c'est le nombre d'itérations nécessaires pour revenir, enfin, c'est le grand M qui apparaît ici. Donc je vais définir une suite de CK, donc au-delà de C1, hein, au-delà de C1, donc avec des entiers. Donc je vais appeler petit nk-1, commençant par petit n1, donc, et puis et ensuite grand n2. Enfin, n1 a déjà été défini. Hein, a déjà été défini. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je vais supposer qu'au au kème retour, plutôt, que le ck-1 que j'ai obtenu, donc C1 c'était R de 0, hein, que le ck-1 que j'ai obtenu se trouve dans un intervalle régulier. Donc ça, c'est une hypothèse que je fais pour pouvoir parler de paramètres fortement réguliers. Donc je suppose qu'il se trouve dans un intervalle régulier. Je vous rappelle que, enfin je veux dire, A est régulier bien sûr, et le point se trouve dans A, et je ne compte pas, A est d'ordre 0, et je ne compte pas ça comme ici, donc je demande que nk-1 soit strictement positif. Hein, et donc qu'il soit contenu dans cet intervalle régulier jk-1. Du coup, alors, il se peut que les intervalles réguliers ont parfaitement le droit d'être emboîtés les uns dans les autres. Hein. Donc je choisis le plus grand, mais enfin le plus grand qui ne soit pas A, encore une fois, je ne compte pas A. Hein. Je choisis le plus grand intervalle, c'est-à-dire celui pour lequel l'entier est le plus petit, mais en étant strictement positif. Et puis je définis le point suivant, simplement en itérant la branche correspondante, enfin la branche correspondant à cet intervalle régulier, donc l'itération d'ordre nk-1 de PC, hein, je l'applique à ck-1, j'obtiens le point ck, donc qui se trouve de nouveau dans A par définition d'un intervalle régulier. Hein. Et puis le nombre d'itérations totales, bah, c'est nk-1 que j'ai déjà, le nombre d'itérations que j'ai déjà faites pour arriver à ck-1. Hein, plus petit nk-1, qui est le nombre d'itérations que je viens de faire. Et donc, grand nk, c'est l'entier qui est tel que ck égale pc nk de 0. Donc, c'est le kème retour. Hein. Enfin, non, c'est pas retour, excusez-moi, je vous trompe en disant retour. Enfin, c'est le kème point dans la suite. Alors, je vais dire que le paramètre C, hein, est fortement régulier, donc ça c'est la notion suivante dans la démonstration du théorème de Jacobson. Donc est fortement régulier si, alors encore une fois l'anti-M est fixé hein, maintenant, donc fortement régulier si, alors si d'abord je peux définir cette suite, donc j'ai déjà fait cette hypothèse, hein, que je ne rappelle pas ici, hein, enfin si je la rappelle dans le sens où si la suite CK est définie, mais enfin je veux dire définie, donc ça veut dire que cette hypothèse ici est satisfaite, hein, qui est une hypothèse non triviale. Non triviale, mais enfin bon, disons qu'on verra pas. Et alors je demande qu'en fait, je n'ai pas à attendre trop longtemps. Je veux dire, je demande que ces ordres-là, petit nk, ne soient pas trop grands. Enfin, c'est doublement... Bon, j'ai défini un certain nombre d'intervalles réguliers qui étaient les Cn+, et Cn-, hein, qu'on a vu juste avant. Hein, n variait entre 2 et m-2 en l'occurrence. Hein. Alors, une fois qu'on passe m-2, donc c'est les seuls intervalles réguliers contenus dans A hein, qui soient d'ordre strictement inférieur ou égal à m. Ensuite, il y a d'autres intervalles réguliers, il en faut, puisqu'il me reste un trou, le trou central qui me reste, c'est-à-dire correspondant à... enfin, quand j'enlève les intervalles Cn plus ou moins pour n inférieur ou égal à m-2, le trou central se trouve de taille à peu près 2 puissance moins m, une constante fois
2 puissance moins n. Donc il y a un petit trou, mais enfin malgré tout un trou. Hein, et d'après, comme je veux des paramètres réguliers, je veux remplir pratiquement tout l'intervalle par par des intervalles réguliers. Donc il y a encore plein d'intervalles dans ce petit trou central, hein, mais ils seront forcément d'ordre grand. Donc c'est cela que je considère ici. Hein, l'ordre NL qui apparaît ici, hein, est supposé strictement supérieur à M, donc ça veut dire que l'intervalle JK qui intervient ici n'est pas un des intervalles latéraux, c'est N plus ou moins, mais au contraire un petit intervalle qui se trouve dans le trou central. Alors je veux que ça se produise peu fréquemment, hein, et aussi que la contribution totale au nombre d'itérations soit très faible. Donc j'ai envie de dire en termes imagés, hein, je ne veux pas que le point critique 0 revienne trop près de 0, ni trop souvent. Enfin, hein, donc, bon, explicitement c'est ceci. Donc on a cette constante qui n'est pas tout à fait exponentiellement petite, mais enfin je veux dire, il est stretch exponentielle, enfin 2 puissance moins racine de m par rapport au nombre total d'itérations. Si je ne mettais pas la condition qui est ici, hein, je vous rappelle, la somme des NL serait égale simplement à nk. Donc, encore une fois, je suis en train de dire que dans la somme qui apparaît ici, les termes qui vérifient NL strictement supérieur à m, donc ces retours, j'ai envie de dire centraux, hein, ces retours centraux représentent une petite partie du temps total, très petite partie du temps total. Voilà, enfin bon, oups, de nouveau je me suis emballé. Voilà, donc je l'ai dit un peu oralement, hein, la condition que NL soit supérieur à M dit que le retour correspondant se trouve dans cet intervalle central que j'ai appelé CM. Donc maintenant on a les définitions qu'il faut et oui, ah oui, j'ai dit effectivement ce que c'est qu'un paramètre fortement régulier. Alors, je vais être amené à revenir, bien sûr, sur les deux propositions. Pour le moment, je les énonce simplement. Hein, bien sûr, tout le travail est dans la preuve des propositions. Hein, d'abord, qu'un paramètre fortement régulier est régulier. Hein, alors, donc, comme j'ai déjà dit qu'un paramètre régulier est stochastique, enfin, appartient à cet ensemble STO, hein, on aura donc un paramètre fortement régulier, a priori, et stochastique. Et l'autre proposition, c'est qu'il y a beaucoup, donc c'est les deux étapes que j'avais indiquées dans le plan de la preuve, hein, qu'il y a beaucoup de paramètres fortement réguliers, en tout cas quand je me place au voisinage de -2, hein, et spécifiquement que dans l'intervalle -2 plus epsilon, la mesure relative de ces paramètres fortement réguliers tend vers 1 lorsque epsilon tend vers 0. Bon, je complète cette première description du théorème de Jacobson, hein, par un peu de dynamique symbolique qui va me servir aussi dans le cadre plus général multidimensionnel. Hein, donc j'ai ces intervalles dont j'ai rappelé la définition. Hein, et puis, alors, ça va être tout, on va voir ensuite, hein, je veux dire, un des enjeux, c'est d'une certaine façon d'étendre cette définition dans le cas multidimensionnel, mais ici, je n'ai pas de problème. Donc, je vais définir Cm+, en dimension 1, je veux dire. Cm+, comme étant, je divise l'intervalle que j'ai appelé Cm, qui se trouve entre alpha tilde m-1 et moins alpha tilde m-1, en deux sous-intervalles, et je divise par le point critique 0 qui se trouve au centre. Donc, deux intervalles symétriques, Cm+, et Cm-. Alors ces intervalles ne sont pas du tout réguliers, ils ne sont même pas quasi réguliers, hein, puisque 0 ne va pas sur alpha, n'est pas une préimage de alpha. Simplement, j'ai étendu la notation. Donc ces intervalles-là, je vous rappelle que ces intervalles-là étaient réguliers jusqu'à m-2 compris. Hein, lorsque petit n égale m-1, j'avais un intervalle quasi régulier, mais pas régulier. Et puis bon, pour m, j'ai simplement quelque chose qui n'est même pas quasi régulier. Alors, je vais me servir de l'alphabet qui est donné par ces intervalles. Donc, je vais là, cette fois-ci, jusqu'à grand M compris, hein, avec un signe epsilon qui est plus ou moins. Donc, c'est juste l'ensemble de ces intervalles. Donc, à un ensemble fini près, j'ai partagé l'intervalle central, grand A, en sous-intervalles, hein, que par convention, je suppose, je prends ces sous-intervalles ouverts. Hein, donc, il me manque un nombre fini de points pour obtenir l'intervalle grand A tout entier.
Alors, je vais dire, donc, je rappelle une définition standard de dynamique symbolique. Hein, si j'ai un point x, alors il faut que x ne tombe pas sur 0 et alpha par itération positive, parce que j'ai pris des intervalles ouverts, et donc les extrémités de ces intervalles, c'est soit des préimages de alpha, hein, et donc c'est pour ça que je suppose que PCN de x est différent de alpha, soit il y a 0, hein, qui est ici, donc je ne veux pas non plus tomber sur 0. Hein, donc si le point x ne tombe pas sur 0 ou alpha par itération positive, eh bien, je peux définir un itinéraire pour le point x, qui est donc une suite d'éléments de l'alphabet, hein, de lettres de l'alphabet, qui est définie par cette propriété. Donc, c'est la définition usuelle de dynamique symbolique. Hein, le énième retour du point x dans grand A, hein, se trouve dans l'intervalle θn que j'ai appelé θn de x, qui est aussi une lettre de l'alphabet. Voilà. Alors ça, c'est une première définition. Maintenant, je voudrais appliquer cette définition lorsque x est la valeur critique. Donc si je suis l'hypothèse que j'ai faite ici, il faut que je suppose que le point critique 0, hein, n'est ni périodique, hein, ni une préimage de alpha. Alors c'est pas que si c'est une préimage de alpha, on tombe en fait sur une classe d'application, enfin je veux dire le paramètre dit de Misurevich, pour laquelle la dynamique est extrêmement simple à décrire. C'est des paramètres très favorables pour l'étude, enfin c'est très hyperbolique. Mais l'inconvénient, bien sûr, c'est que c'est une condition dénombrable. Donc je décrirai seulement un nombre dénombrable de paramètres comme ceci. Il y a moyen d'étendre cette étude à des classes un peu plus générales, mais en tout cas, ça reste de mesure nulle en général. Donc ce n'est pas suffisant pour décrire un ensemble de mesures positives, un ensemble de mesures de Lebesgue positives dans l'espace des paramètres. Donc je fais cette hypothèse. Je fais cette hypothèse, et donc je peux définir l'itinéraire critique, hein, qui est en fait l'itinéraire, enfin c'est la même définition, mais appliquée à 0, à la valeur critique 0. Donc c'est une suite qui commence à l'indice 1. Hein, n est strictement positif. 0 était sur le bord. Hein, donc je veux dire, c'est pour ça que j'ai mis n strictement positif ici. Hein, je pars de 0, j'obtiens la valeur critique, hein, et je suppose que je regarde l'itinéraire de la valeur critique. Enfin, la valeur critique pour l'application de retour, on va dire. Hein. Donc voilà l'itinéraire critique, une suite grand θn qui a cette propriété. Donc voilà, pour ce qui est de la... Enfin, je ne sais pas comment, il faudra que je trouve un moyen de bloquer les mails. Alors, donc Rn de 0, donc l'itinéraire critique, alors on va y revenir, hein, mais j'ai déjà de quoi donner quelques définitions. Donc la première, alors je considère l'ensemble des mots dans l'alphabet A, de mots de longueur positive ou nulle, hein, donc que j'appelle grand oméga. Et quand j'ai un mot donc, que j'écris oméga 0, oméga n-1 dans l'alphabet A, ben, je peux considérer les points commencent par dont l'itinéraire commence par cette suite. Donc ça veut dire exactement ça. Hein. Après J itération de l'application de retour grand R, je me trouve dans l'intervalle oméga J qui se trouve ici. Donc intersection entre 0 et n-1. Hein, alors, c'est effectivement un intervalle, hein, parce que, enfin, je veux dire, je l'ai noté I de oméga, enfin, c'est un intervalle si ce n'est pas vide. Ça peut être vide, bien sûr, cette intersection. Hein, ça peut être vide, mais quand ce n'est pas vide, comme la restriction de R à chaque Cn epsilon. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai défini ces grand M plus et ces grand M moins. Hein, donc j'ai partagé la branche parabolique qui contient le point fixe 0 en la branche gauche et la branche droite, limitée par 0, et sur chacune des deux branches, c'est monotone. Et donc quand je prends ces images inverses ici, hein, je conserve des intervalles. Donc j'obtiens cette dichotomie évidente, hein, qui est que I de oméga défini comme ceci, soit c'est vide, bien sûr c'est possible, hein, soit c'est un intervalle ouvert. Ouvert parce que les oméga J ont été choisis ouverts. Bon, et donc je peux donner ces définitions. Hein. Je vais dire qu'un mot
oméga, ici, alors, est admissible si de oméga n'est pas vide. Et puis ensuite, quasi régulier si l'intervalle correspondant est quasi régulier. Donc j'étends juste la terminologie à l'ensemble des mots. Enfin, il faut commencer par avoir un intervalle non vide d'i de oméga. Et finalement régulier si i de oméga est également régulier. Donc, alors je vais passer, pas aujourd'hui, mais une prochaine fois, un certain temps à expliquer comment, quand on connaît l'itinéraire critique, on peut déterminer exactement l'ensemble des mots admissibles, l'ensemble des mots quasi réguliers, l'ensemble des mots réguliers. Donc, je veux dire, ça va devenir purement combinatoire dans l'alphabet oméga. Mais pour ceci, donc la donnée essentielle, c'est d'avoir l'itinéraire critique pour commencer. Donc ça, ce sera pour plus tard, mais enfin, je veux dire, c'est important. Alors c'est important parce que je veux me servir de ces notions pour les étendre au cas multidimensionnel. Pour le moment, je suis en dimension 1. En dimension 1, on comprend tout ce qui se passe, et ensuite, on essaye de prolonger les choses en dimension supérieure. Alors, je reviens maintenant. Donc, j'ai fait un petit peu de combinatoire pour l'application le polynôme quadratique, le cas de Jacobson. Donc, je veux étendre un petit peu les choses au cas multidimensionnel. Pour le moment, c'est une partie très triviale en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de dynamique dedans. C'est essentiellement à chaque fois le théorème des fonctions implicites. Donc, j'avais déjà défini les points fixes que j'appelle alpha et bêta pour l'application FCB. J'ai déjà défini ces variétés stables locales. Et j'avais aussi défini le début. Alors, c'est toujours des parties des variétés stables, puisqu'elles tombent en une itération sur cela. C'est les composantes d'image inverse qui tombent donc directement. J'avais dit que quand je prends l'image inverse de la variété stable locale de alpha par FCB, j'obtiens deux composantes connexes, WS log alpha elle-même, bien sûr, et puis une autre composante que j'appelle moins alpha, qui est essentiellement plus ou moins verticale, proche du point moins alpha. C'est pour ça, d'où les notations. De la même façon pour le point fixe bêta. Alors, ça me permet déjà de définir une région que je vais appeler A. Donc, alors, évidemment, il y a un petit risque de confusion suivant que je suis en dimension 1 ou plus grande, mais je préfère en fait garder les mêmes notations pour la dimension 1 et la dimension plus grande qu'introduire toute une série de notations compliquées. Donc, le contexte devrait être clair suivant que je sois en dimension 1 ou en dimension 1 plus d. De toute façon, c'est le cas d égale 0, petit b égale 0, qui correspond au cas de Jacobson. Donc, A, c'est la région qui va être. Donc, c'est l'ouvert connexe. Alors, D, je vous rappelle, c'est le grand tube où tout est défini. Je veux dire, c'est le domaine de définition de l'application FCB. C'est là que des dessins seraient utiles, mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc A, c'est la région qui sera bordée par ces 10C, ces hypersurfaces, plus ou moins verticales, donc alpha et moins alpha. Donc c'est vraiment la même définition qu'en dimension 1, où A était l'intervalle alpha moins alpha. Ici, j'ai remplacé alpha par en fait la variété stable locale, et de la même façon moins alpha, sauf que le point moins alpha n'a pas de signification. Je veux dire, moins alpha n'apparaît ici que comme notation. Je veux dire, ça n'a pas. Ce qui a un sens dynamique, c'est WS log de moins alpha. Le point moins alpha n'a pas de. Enfin, je pourrais évidemment prendre le point symétrique, mais il ne se trouverait pas forcément. Je n'ai pas de parité pour l'application FCB, donc il ne se trouverait pas au bon endroit. Donc ça ne serait pas une bonne définition. Encore une fois, il faut prendre cette notation comme une seule lettre, enfin je veux dire une seule, moins alpha n'existe pas en tant que tel. C'est juste pour suggérer où se trouve cet objet. Cet objet se trouve aux alentours de la tranche verticale dans l'espace des phases, la tranche verticale qui serait en moins alpha. Je veux dire, c'est voisin. Alors, je continue en quelque sorte à prendre des images inverses. Donc j'ai pris déjà l'image inverse par FCB maintenant, donc en dimension 1 plus d. Donc j'ai pris l'image inverse de alpha, j'ai obtenu celle-là.
Donc, au coup suivant, je prends l'image inverse, j'obtiens deux composantes connexes, de nouveau. Alors ça, c'est toujours parce que la partie dominante, c'est la partie quadratique, donc il n'y a pas de mystère. C'est le théorème. Enfin, il y a transversalité. Et donc j'obtiens effectivement des choses comme je le dis, qui sont situées de part et d'autre de l'hyperplan x égale 0. En fait, elles vont être proches des plans verticaux alpha 1, que la notation que j'avais utilisée, c'était alpha indice grand 1 en haut. Là, ce serait bien pratique d'aller au tableau, mais je ne suis pas capable. Et le moins alpha 1. Donc, j'utilise ces notations-là. De nouveau, donc encore une fois, c'est comme pour moins alpha. C'est juste pour suggérer qu'il y a une composante qui se trouve au voisinage, qui est une hypersurface. Enfin, c'est dit dans la phrase suivante, je crois. Une hypersurface qui se trouve proche du plan vertical où x est égal à alpha 1, et l'autre proche du plan vertical où x est égal à moins alpha 1. Donc, je veux dire, la définition propre, donc c'est en considérant les deux composantes connexes. Donc, l'une dans x strictement négatif que je note comme ça, et l'autre qui est dans x strictement positif que je note comme ça. Alors, je m'excuse parce qu'effectivement, il y a un moins. Enfin, moi, je m'excuse. Encore une fois, c'est le fait que alpha soit négatif au départ qui fausse un peu enfin, je veux dire, qui introduit une certaine confusion dans les notations. Et donc, moins alpha est positif, contrairement aux apparences. Alors, je peux continuer. Je peux continuer. Je vous rappelle que cette suite, je l'ai définie dans le cadre du théorème de Jacobson, c'est la suite alpha n. La suite alpha n converge vers le point moins bêta. Donc le moins alpha n converge vers bêta, vers le point fixe bêta. Et donc quand je prends l'image inverse de ceci, j'ai de nouveau deux composantes connexes, toujours les mêmes, enfin je veux dire toujours la même chose, séparées, qui vont en fait se rapprocher de bêta et moins bêta, mais qui donc sont séparées par l'hyperplan x égale 0, et que je vais noter, donc celle qui est dans le demi-espace négatif, je la note ws log de alpha n plus 1, et puis l'autre, je la note ws log de moins alpha n plus 1. OK. Bon, donc j'ai défini une première subdivision avec ces images inverses. Alors je vous rappelle que j'avais aussi des alpha tilde qui vont apparaître, alors pas tout de suite, mais donc ces variétés stables locales que je viens de considérer, ce sont des hypersurfaces. Donc c'est toujours le théorème des fonctions implicites. Il n'y a pas de dynamique pour le moment. Il faut juste vérifier que pour le moment, j'ai pris des images inverses qui sont... Donc le danger, en quelque sorte, c'est enfin, il y a une sorte de région critique que je ne veux pas définir précisément parce qu'il sera temps de le faire plus tard, qui se trouve proche de l'hyperplan x égale 0. Je veux dire, c'est là que le pli se forme, d'une certaine façon, que le pli se forme, et donc tant que les images inverses ne se trouvent pas dans cette région, je peux tranquillement appliquer le théorème des fonctions implicites, et les points alpha n, donc quand je prends l'image inverse, il ne faut pas que je me trouve proche du plan x égale pc de 0, proche de la valeur critique du polynôme pc. En l'occurrence, les alpha n dont j'ai pris les images inverses, au contraire, se rapprochent de bêta, donc sont dans la région que je contrôle sans problème. Et ça permet de voir tranquillement que ces hypersurfaces sont des graphes d'application de classe C2. Donc B de oméga, c'est l'espace transversal. Je vous rappelle, c'est la boule euclidienne de taille... Enfin, c'est MO et MHO. Bon, malheureusement, j'ai besoin de beaucoup de symboles. C'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. Donc c'est le domaine de définition du point de vue de la variable y à valeur réelle. Et donc c'est proche d'application constante, pas de n'importe laquelle justement, d'où la notation. Je veux dire, l'application constante, c'est celle-là. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette notation ici, et donc proche dans la C2 topologie. Là, c'est juste le théorème des fonctions implicites. Alors,
un tout petit peu de travail, mais enfin à peine, permet de voir que la proximité, malgré que je prenne de plus en plus d'images inverses, hein, la proximité est uniforme. Je veux dire, la constante implicite, quand je dis O de B proche, dans la C2 topologie, est en fait uniforme en N. Bon, c'est à cause de la dilatation dans la variable x aux alentours de bêta, du point fixe bêta. OK. Donc en fait, elles vont s'accumuler en fait, sur la variété stable locale de bêta ou de moins bêta, selon les cas. Alors ensuite, si je prends y0, donc dans le domaine de définition du point de vue de la variable y, hein, je vais pouvoir, à cause de la formule, donc la formule, je vous rappelle, sur la première coordonnée, je ne l'ai pas réécrit ici, c'était x2 plus c, un polynôme quadratique, plus b1 de xy, grand B1, avec une application au grand B1 qui est C2 petite. Hein. C2 petite, et donc comme le x2 a un terme quadratique dominant, hein, je vais pouvoir trouver une unique valeur C de... Alors, excusez-moi, oui, je suis allé un peu trop vite. Attendez, je me rappelle un peu ce qui se passe. Oui, excusez-moi. Je regarde le segment horizontal dans grand A, hein, le segment horizontal au niveau Y0. Hein, donc grand A, je vous rappelle, c'est ce tube entre alpha et moins alpha, entre les variétés stables locales de alpha et de moins alpha. Donc je regarde, il est feuilleté par des segments horizontaux, dimension 1, ceux-là, hein, paramétrés par la variable x, et je regarde l'image d'un tel segment par l'application FCB. Donc quand je regarde l'image d'un tel segment, bien, j'obtiens quelque chose qui va se plier aux alentours de x égale 0. Hein, et donc, par ailleurs, j'ai mes hypersurfaces WS-loc de alpha m-1, hein, qui se trouvent là carrément proche du point moins bêta. Hein, et quand je fais varier le paramètre, eh bien l'image du segment horizontal va, à cause de la formule x2 plus c, donc c'est le paramètre c qui gouverne cette image, hein, puisque ensuite j'ai une perturbation C2 petite. Hein, et donc, quand je regarde cette image, je vais rencontrer cette variété stable locale, hein, exactement pour les paramètres C qui sont inférieurs à cette valeur C de Y0M. De nouveau, il n'y a pas de dynamique vraiment dessus, je n'itère qu'une fois hein, ici. Je n'itère qu'une fois et je suis juste en train de dire que l'image du segment horizontal, c'est quelque chose qui se plie et je regarde le pli progresse à mesure que C diminue, progresse dans l'axe négatif à mesure que C diminue. Et donc, pour finalement rencontrer cette variété stable locale, il faut que j'attende que C soit supérieur ou égal à C de Y0M. Donc avant ces valeurs, il n'y a pas du tout d'intersection, le pli s'arrête avant, hein, et puis après on traverse et on revient. Donc c'est juste pour définir ceci. Alors, des petits calculs que je ne vais pas faire, hein, c'est de nouveau une seule itération, il n'y a pas de dynamique ici, vous disent que si je considère, alors ici il faut savoir quel segment horizontal j'ai choisi, Y égale Y0. Hein, mais en fait ça ne fait pas une grosse différence. Si je considère deux points différents, Y0 et Y1, ben la différence, encore une fois, la coordonnée Y n'intervient qu'à travers la perturbation B1 de XY, B2 de XY, qui est taille petit b en ces deux topologies. Et donc, quand vous mettez cette information là-dedans, vous obtenez que les valeurs de C ne dépendent de Y que par un facteur, enfin une différence qui est au plus de l'ordre B. Oui, je vais bientôt m'arrêter. Donc ceci étant même uniforme en grand M, hein, et par rapport à Y0 et Y1 qui sont dans une boule. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté tout au début que le MHO doit être inférieur à 1 ou un truc comme ça. Je veux dire, je ne veux pas aller très loin dans la variable Y, mais enfin disons que c'est tout. Hein. Alors il y a une autre, je vais terminer avec cette valeur, ça va me permettre de définir un anti-M à la fin, enfin je veux dire de définir. Alors voilà cette fameuse constante Aleph que j'avais notée au début, je crois.
4pi2 sur 9, si tu veux, elle vient de la chose suivante, c'est qu'on peut calculer, faire un développement limité, et voir que ce C de ym, bon, il est proche de moins 2, hein, puisque quand m est grand, ici c'est grand M qui tend vers l'infini. Hein. Quand m tend vers l'infini, et on peut calculer que cette constante est moins 2, plus un terme exponentiellement petit, 4pi2 sur 9, 4 puissance moins m, plus une correction qui, elle, bien sûr, dépend de la perturbation grand B. Alors, donc, je vais finir ce slide. Donc, on va fixer un grand anti-M. Hein. On va supposer, alors, c'est une supposition minimale que je fais hein, ici. B est certainement beaucoup plus petit que 4 puissance moins m, donc ça fait le 4 puissance moins m qui est ici. Hein. Et oui, justement, ayant supposé ceci, ce qui explique la formule qui est ici, où y n'intervient pas à droite. Hein. Ici, les choses diffèrent par grand O de B. Hein. B est beaucoup plus petit que 4 puissance moins m, donc en fait, cette formule-là vaut uniformément en Y. Donc, je suppose que B est beaucoup plus petit que 4 puissance moins m. Et dans la suite, c'est là que je vais chercher les bons paramètres, enfin les paramètres fortement réguliers. Hein, je vais chercher donc des paramètres C qui vérifient cette propriété. C'est-à-dire que donc c'est vraiment l'analogue de la définition de C dans le théorème de Jacobson, sauf que bon, maintenant j'ai plus une seule courbe qui se plie, j'ai toute une famille de courbes qui se plient, et je demande que leurs extrémités, enfin le point de rebroussement, hein, se trouvent tous, correspondent tous à la même valeur de M. Ce n'est pas que ce soit impossible de traiter les autres cas, c'est plutôt favorable quand je tombe, enfin quand j'ai un phénomène proche du bord, mais c'est pour ne pas multiplier les cas traités. Donc je suppose cette propriété, hein, qu'on n'a pas encore traversé, donc si on revient à la définition, hein, on a déjà traversé, donc ce que c'est dit ici, hein, on a déjà traversé la variété stable locale de alpha m-2, mais on n'a pas encore traversé la variété stable alpha m-1. Donc c'était bien la condition que j'avais hein, sur l'anti-grand M, c'était que la valeur critique PC de 0 se trouve entre ces images inverses d'ordre m-1 et m-2 de façon à ce que le temps de retour soit grand M. Hein, et donc c'est la même chose, c'est vraiment la même condition que je demande. Simplement, au lieu d'éliminer en quelque sorte simplement un ensemble dénombrable de valeurs du paramètre, je vais éliminer un ensemble de mesures relatives petites à cause de cette condition. Les C dépend quand même malgré tout de Y, même si c'est une dépendance très faible. Hein, et donc, voilà, j'obtiens ça. Alors, oui. Et donc, j'ai juste à ajouter, je conclus là-dessus pour aujourd'hui. Hein, donc, les paramètres qui vérifient ça forment un intervalle Cm. Ça, c'est parce que C est juste en train de progresser. Enfin, je veux dire, le paramètre C est en train de pousser les images des segments horizontaux vers la gauche. Hein, j'obtiens un intervalle Cm. Et voilà. Donc, et le point, c'est que. Alors, Aleph, c'est la constante 4pi2 sur 9. Hein. C'est la constante 4pi2 sur 9. Donc, à cause de cette formule, hein, et donc, il y a peut-être un facteur 4 ici parce qu'il y a un décalage d'indice. Donc, c'est peut-être pas exactement 4pi2 sur 9, mais à un facteur 4 près, ça doit être ça. Hein. Donc, quand je regarde dans cet intervalle ici, hein, eh bien, c'est essentiellement l'intervalle Cm. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intervalle Cm qui est dynamiquement défini par ces questions d'intersection avec des variétés stables locales, dynamiquement définies. Il y a une notion d'intervalle horizontal qui n'est pas dynamiquement définie, mais enfin presque dynamiquement définie. J'y reviendrai au début du prochain cours. Et donc, essentiellement, cet intervalle Cm, c'est cet intervalle-là. Puisque la différence symétrique, les points qui se trouvent dans un intervalle et pas l'autre, hein, est de mesure de Lebesgue beaucoup plus petite que la longueur de l'intervalle en question. Voilà. Bon, je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. Et suite mercredi prochain.